Dans cette deuxième sous-partie, nous allons aborder donc la militarisation des espaces maritimes et les enjeux environnementaux. On verra dans un premier temps la militarisation des espaces maritimes et dans un deuxième temps les enjeux environnementaux. Alors petit a, donc la militarisation des espaces maritimes, avec comme première idée les différentes rivalités ou menaces. Premier élément, donc il y a différentes formes de rivalité. Alors par exemple, les rivalités autour des ressources halieutiques. On peut observer par exemple entre la France et l'Espagne une rivalité pour les ressources halieutiques dans le golfe de Gascogne, ou bien on peut observer qu'il y a 70 conflits liés aux ressources pétrolières. Alors maintenant, je ne vais pas toutes les citer, mais je peux prendre comme exemple, au large de la Norvège et de la Russie, vous avez un bassin sédimentaire qui est commun entre les deux pays, qui fait que à terme, on pourrait avoir un litige important entre les deux nations. Alors évidemment, les tensions seront particulièrement importantes dans le golfe arabo-persique. Deuxième élément, maintenant on peut observer qu'il y a une rivalité liée à la liberté de naviguer sur les océans. Alors par exemple la Chine qui cherche à étendre ses droits sur des zones maritimes, qu'elle considère comme historiquement faisant partie intégrante de son territoire. Alors, bien entendu, ça va être cet espace-là, donc en mer de Chine, entre la République populaire de Chine et Taïwan. Alors, évidemment, il existe aussi des conventions internationales qui permettent un libre droit de passage dans les ZEE, et bien entendu dans les détroits ou les canaux. Alors, ça va être évidemment deux endroits particuliers qui forment l'objet de temps en temps de tension, c'est le détroit d'Ormuz et le canal de Suez. Maintenant, il existe aussi un tribunal international qui peut traiter des litiges entre les États. Il siège à Hambourg, il est sous l'égide des Nations Unies. Deuxième point, maintenant, on assiste à des tensions de plusieurs types avec le développement des activités maritimes. Alors par exemple, la piraterie s'observe dans deux régions en particulier. Alors d'abord, le détroit de Malacca. Dans une moindre mesure, on peut aussi observer une forme de piraterie au large du golfe de Guinée. Donc ça oblige les États à intervenir militairement. Alors, par exemple, le film de Paul Greengrass, basé sur une histoire vraie, raconte l'histoire d'un navire, d'un petit porte-conteneurs qui est l'objet d'une attaque de pirates au large du golfe d'Aden. Deuxième élément maintenant, c'est le narcotrafic. Par exemple, dans les Caraïbes, là, deux nations luttent contre le narcotrafic, c'est par exemple les États-Unis et la France. Zone se trouve ici, c'est la zone Narcops. Et évidemment, la marine nationale est totalement mobilisée pour tenter de freiner ce narcotrafic. En pensant évidemment que les moyens des trafiquants de drogue sont immenses en termes financiers, dans le sens où ils possèdent un service de renseignement qui est pratiquement aussi performant que les services de renseignement des États donc concernés par cette lutte contre le narcotrafic, qui peuvent dépasser les contraintes liées à l'action des différentes forces en présence dans la région, à savoir la DEA américaine ou bien donc la marine nationale française. Troisième élément, dans une moindre mesure, il y a des tensions, par exemple, entre certaines ONG qui tentent de freiner certaines activités, comme on peut le voir ici avec Greenpeace, qui tente depuis des années de freiner la chasse à la baleine avec les navires-usines possédés essentiellement par le Japon. Ce sont des actions coup de poing, en général filmées et diffusées dorénavant maintenant sur les réseaux sociaux. Ça peut aller jusqu'à mise en danger quand même des acteurs des ONG. On peut le voir ici avec un possible harponnage de l'embarcation. Autre tension que l'on peut observer, c'est l'immigration clandestine. Alors effectivement, il y en a dans les Caraïbes, par exemple entre Cuba et les États-Unis, mais le plus sensible aujourd'hui, c'est bien entendu l'immigration clandestine depuis les côtes africaines vers l'Europe, comme on peut le voir ici, avec cette embarcation qui n'est absolument pas faite pour
contenir plus de 300 immigrés clandestins et qui peut chavirer à tout moment. Là, vous avez une intervention des gardes-côtes italiens qui est régulière et souvent, vous avez aussi des ONG qui prêtent main forte. Maintenant, deuxième idée, qui sécurise et domine les mers et les océans? Premier point, il y a des zones plus surveillées que d'autres. Alors évidemment, le golfe arabo-persique, la mer de Chine, l'océan Indien sont des zones où il y a une concentration de navires de guerre, parce qu'il y a aussi une concentration de navires de commerce. Il y a plusieurs bases stratégiques, comme la base de Diego Garcia dans l'océan Indien, Abu Dhabi ou Djibouti. Deuxième point, la sécurisation reflète une hiérarchisation des puissances. Premier élément, donc 40 États contrôlent 90% de la flotte militaire, mais on observe tout de même que 40% du tonnage militaire est américain. Mais là aussi, on peut observer que les pays émergents progressent, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie et la Corée du Sud. Alors, deuxième élément, c'est la domination, évidemment, car ils peuvent mobiliser 230 000 marins. Ces sous-marins sont à propulsion nucléaire, donc ils peuvent naviguer partout dans le monde. Ils possèdent pour certains des ogives nucléaires, qui peuvent frapper depuis n'importe quel espace dans le monde. Les Américains possèdent 11 porte-avions, contre 1 pour les Français, ce qui est très peu, bien entendu. Les seuls qui peuvent rivaliser sont les Russes, avec une petite dizaine de porte-avions, un peu vétustes tout de même. Par contre, les Américains peuvent mobiliser 4000 avions de différents types pour sécuriser les mers. Alors, ils ont partagé le monde en 7 zones, avec 150 bases grâce à leurs alliés. Alors évidemment, quand on regarde cette carte, on peut observer les principales bases américaines. Alors, la principale base américaine dans l'océan Indien, c'est Diego Garcia. Alors en ce moment, les Américains mobilisent énormément de ressources ici, donc à Abu Dhabi, et bien entendu, toutes les bases que les États-Unis peuvent avoir en Méditerranée grâce à l'OTAN. Sinon, une grande majorité des bases se trouvent dans l'océan Pacifique et en Asie. Alors, c'est un petit peu l'héritage de la guerre froide. Les navires américains sont là pour sécuriser le commerce entre la façade pacifique des États-Unis, bien entendu, et l'Asie orientale. Troisième élément, donc la Chine et l'Inde sont les plus actifs aujourd'hui en Asie. Par contre, on observe une progression rapide des Japonais dans la création d'une flotte de guerre, tout simplement parce que les Japonais qui se sont interdits littéralement sur le plan constitutionnel d'avoir une force armée, aujourd'hui sentent une menace, notamment chinoise, sur les espaces maritimes de la région. Donc on observe une course aux armements entre les différents pays de la région. Bien, maintenant abordons les différents enjeux environnementaux, avec comme première idée qu'il y ait une logique d'exploitation incompatible avec la préservation de l'environnement. Premier point, on observe que l'exploitation des mers et des océans montre une valorisation qui est digne finalement des plus grandes puissances mondiales. Alors premier élément, il faut savoir que si on prend un outil comme le produit marin brut, les mers et les océans représentent à peu près 2500 milliards de dollars par an, ce qui ferait finalement de l'espace maritime la 7e puissance économique mondiale. Donc à peu près équivalent en temps normal de la France ou de la Grande-Bretagne en particulier. Alors évidemment, les activités qui génèrent une telle somme sont bien sûr extrêmement polluantes. Deuxième élément maintenant, seul le continent antarctique est totalement protégé par le traité de l'Antarctique de 1950, mis à jour en 1991, qui empêche toute exploitation industrielle et militaire. Deuxième point, on observe qu'il y a différentes atteintes à l'environnement. Premier élément, le réchauffement climatique. Alors, on observe que les mers et les océans ont plus de mal à jouer le rôle de régulateur du climat aujourd'hui et de stockage de carbone. L'aspect le plus spectaculaire est la disparition progressive de la banquise, qui peut offrir éventuellement de nouvelles routes maritimes, mais ce qui est plus préoccupant, c'est que l'on observe une remontée des océans. Alors quand on regarde cette carte du peuplement du Bangladesh et le risque face à la montée des océans, on observe que la limite des zones situées à moins de 10 mètres d'altitude, cette ligne verte, englobe, mine de rien,
la capitale Dakar, et donc une grande partie de ce pays. Alors évidemment, c'est un enjeu majeur pour les prochaines années, pour le Bangladesh, parce qu'il va falloir construire peut-être en hauteur. Il lui est impossible de construire des digues comme en Hollande, tout simplement parce que le pays n'en a pas les moyens, bien entendu. Il en va de la vie de plusieurs millions d'habitants. Deuxième élément, les pollutions sont bien sûr de différentes natures. Alors par exemple, il y a le rejet des eaux usées et des pesticides via le réseau d'assainissement que l'on retrouve en pleine mer. Alors, il y a les marées noires, comme on peut l'observer ici à travers l'accident de l'Exxon Valdez, ou plus récemment la plateforme offshore Deepwater Horizon, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un film avec Mark Wahlberg, pour ceux que ça intéresse. Mais on peut aussi avoir d'autres pollutions, comme l'érosion des littoraux par l'exploitation du sable que l'on trouve sur les littoraux pour la construction. Par exemple ici en Sierra Leone, on peut aussi observer la formation d'un 7e continent, comme l'appellent donc les médias, mais ça prouve effectivement que certains déchets qui sont difficilement recyclables se retrouvent là en plein cœur de l'océan Pacifique. Troisième élément, donc la pêche industrielle a des conséquences sur la chaîne alimentaire dans les écosystèmes marins, car souvent des prédateurs comme des petits requins se retrouvent dans les chaluts. Troisième élément, donc la pêche industrielle a des conséquences sur la chaîne alimentaire dans les écosystèmes marins, car souvent des prédateurs sont pris dans les filets des chalutiers, ou bien sont chassés comme les baleines ou certaines espèces de requins. Alors, troisième idée ici maintenant, donc il existe des mesures de protection de l'environnement marin. Alors, cette carte vous montre les principales aires marines protégées dans le monde, et comme vous pouvez voir, elles se concentrent pratiquement dans le Pacifique essentiellement, et dans l'océan Indien. Voilà. Premier point, observons donc les chiffres de la préservation. Alors, premier élément, il y a 5000 aires marines protégées, soit 7,5% de la surface des océans, ce qui représente à peu près 26 millions de kilomètres carrés. Alors, le rythme de préservation est bien entendu 2 fois plus rapide que pour les espaces terrestres. Deuxième élément, le droit maritime a entraîné une patrimonialisation des domaines insulaires ou maritimes, comme les mangroves ou les barrières de corail. Bien entendu, là, vous avez une législation qui est prise au niveau national, comme par exemple dans la loi littorale en France. Troisième élément, enfin, les ressources halieutiques sont bien entendu aussi concernées par la réglementation. La pêche de certaines espèces est limitée par quota. Par exemple, le thon rouge en Méditerranée. Alors là, vous avez des quotas qui ont été négociés entre la rive nord et la rive sud, parce que la rive nord forme quand même un ensemble cohérent, c'est l'Union européenne. Par contre, dans la rive sud de la Méditerranée, chaque État de la rive sud de la Méditerranée a dû négocier aussi son quota. Et on trouve la même situation pour la pêche à la baleine dans le Pacifique, qui fait l'objet aujourd'hui d'un moratoire. Alors évidemment, pourquoi ? Parce que c'est une espèce menacée.